Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, je suis trop contente de vous retrouver puisque j'ai envie de vous parler d'un truc. En fait, la semaine dernière, les modos sont venus à la maison, oui je vous contextualise un petit peu l'idée, hein, et on discutait en réunion de ce qu'on pourrait faire pour augmenter un petit peu la vie du Discord, tu vois, rajouter des nouveautés, etc. Et on s'est dit que maintenant on ferait un thème toutes les semaines, et cette semaine c'est tombé sur les contes de fées. Alors oui, pour le moment ça n'a rien à voir, vous allez voir, vous allez comprendre. Et du coup, en fait, en parlant de contes de fées, ça m'a rappelé mes cours de lettres. Parce qu'en fait, j'ai une licence de lettres modernes. Oui, je suis extrêmement cultivée. Non, pas du tout, c'est juste que c'était mon parcours. Du coup, j'avais étudié les contes de fées, les contes de Perrault quand j'étais en première L. Et à la fac, j'avais réétudié les contes, encore une fois, mais pas que de Perrault, un peu de tout. Et il y a énormément de choses cachées dans un conte. Et en fait, j'ai eu l'idée de vous partager une espèce de petite... analyse, tips, un petit peu des choses cachées dans les contes qu'on voit pas forcément au premier regard. Là pour aujourd'hui je vais le faire sur le petit chaperon rouge. Si vous avez envie que par hasard je fasse une vidéo sur un autre conte, éventuellement que vous aimez bien, que vous aimeriez connaître, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je sais pas encore si c'est une vidéo que je referai de manière fréquente, mais là j'avais envie de faire ça. Et honnêtement j'ai fait un travail de recherche et d'analyse un petit peu avant de faire cette vidéo. Ça m'a rappelé mes études et ça m'a fait du bien parce que ça m'a fait réfléchir en fait, ça m'a fait remettre un peu dans le système de recherche, d'analyse et tout, et c'était super agréable. Du coup, si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre-là, n'hésitez pas à me le dire. Honnêtement, je le ferai avec un grand plaisir. Surtout que les contes de fées, c'est vraiment un univers qui me passionne et je me suis rendu compte que j'en connaissais très peu au final par rapport à tous ceux qui existent. Ne serait-ce que ceux d'Anderson, par exemple, j'en connais maximum une dizaine alors qu'il en a fait une tripotée. Du coup, pour aujourd'hui, je vais vous parler du petit chaperon rouge. Enfin, je vais même vous lire le conte parce qu'il est très très court. C'est pour ça que j'ai mis un sweat rouge. Alors, c'est le seul vêtement rouge que j'ai. C'est dingue, hein, oui, je sais, j'en venais pas non plus. Alors je vais vous lire le conte de Perrault, donc qui est sorti en 1622, et je vais également m'appuyer un petit peu sur le conte de Grimm, qui est sorti 200 ans plus tard, en 1822 exactement, comme ça vous donnera un petit peu les deux versions. Parce qu'en gros la version de Perrault, ça finit mal, non mais voilà, faut le dire, hein, et la version de Grimm c'est un peu plus à la sauce Disney, tu vois, ça va mieux chez Grimm, hein. Du coup allons-y, et vous allez comprendre, vous allez voir un petit peu comment on va faire. J'ai hâte d'avoir vos avis, je veux absolument vos avis en commentaire si ça vous plaît et tout ça, ce que vous changeriez, enfin, je veux tout savoir, hein. Il était une fois une petite fille d'un village, la plus jolie qu'on eût su voir. Sa mère en était folle, et sa mère grand plus folle encore. Cette bonne femme lui fit faire un petit chaperon rouge qui lui seyait si bien que partout on l'appelait le petit chaperon rouge. Et là vous vous dites, oui bah ok c'est un début classique, vous savez que là il n'y a que deux phrases, dans ces deux phrases il y a 1,5 million de sens cachés, bon ok j'exagère un petit peu le truc, mais quand même on saisit très vite tous les enjeux. Déjà, il y a 3 fois le mot petit. Oui, alors petit chaperon rouge, petite fille et re-petit chaperon rouge. Ça montre bien à quel point la petite, elle est petite, hein, c'est-à-dire qu'elle est innocente, naïve. Ça la diminue par rapport à l'immensité du monde extérieur. Et déjà, dans ces deux premières phrases, il y a mère grand. Grand, petit, opposition. Mais l'opposition, elle s'arrête pas là. Parce que qui c'est qui lui donne le petit chaperon rouge? Qui c'est qui lui donne son chaperon? Sa mère grand. Le chaperon, il est de quelle couleur? Non, vous allez voir, vous allez comprendre. Le chaperon, il est rouge. Rouge, couleur symbolique d'énergie, de colère, d'émotions fortes et bien sûr de sexualité. Ça renvoie également aux menstruations, oui on en est là. Ce qui fait que la grand-mère, qui n'est donc plus en âge de procréer, qui est malade et âgée, lui donne en gros sa capacité à être féconde, lui transmet son héritage biologique à travers ce chaperon. Voilà, donc en 2 lignes, vous apprenez beaucoup de choses en fait, hein. Ah et j'ai oublié quelque chose d'important. La répétition du mot folle, parce que quand même en une phrase, enfin même pas en quelques mots, sa mère en était folle et sa mère grand plus folle encore. C'est pas des mères responsables, c'est pas des mères, tu vois, attentionnées, attendrissantes, non, c'est des mères folles. C'est pas un hasard, ça veut dire que la petite elle a pas de repères et ça veut dire qu'il y a quelques petits problèmes à prévoir au niveau de l'éducation. Pas mal hein pour 2 phrases, hein. Ah bah oui, heureusement qu'il est court, hein, parce que non mais après c'est pas aussi dense tout du long, là c'est vraiment histoire d'avoir une belle mise en bouche. Ah. Un jour, sa mère, ayant cuit et fait des galettes, lui dit: va voir comme se porte ta mère grand, car on m'a dit qu'elle était malade. Porte-lui une galette et ce petit pot de beurre. Le petit chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa mère grand, qui demeurait dans un autre village. Alors là, bon, à part le fait que la famille se porte bien et qu'ils peuvent donner du coup de la bouffe aux autres parce qu'ils en ont assez pour eux, ce qui veut dire une certaine opulence, y a pas grand chose à analyser. À part que dans la version de Grimm, c'est pas une galette et un petit pot de beurre, c'est une galette et une bouteille de vin. Le vin c'est de quelle couleur? Rouge, le chaperon, les règles. Non mais voilà, mais... Grimm, il est un peu plus, tu vois, il a été un peu plus loin dans la métaphore, Grimm. Hein. Perrault, il s'est arrêté au chaperon. Grimm, il est allé au-delà. En passant dans un bois, elle rencontra Compère le loup, qui eut bien envie de la manger, mais il n'osa, à cause de quelques bûcherons qui étaient dans la forêt.
Alors, le loup, figure masculine en tant que prédateur sexuel, hein, voilà, donc le danger, voilà, le mec qui veut te bouffer, hein, et les bûcherons représentent les autres adultes, voilà. Donc en gros, les gens bienséants qui du coup ne doivent pas surprendre le prédateur en pleine action. Vous aviez pas vu ça, hein? Ah mais je le sais. Même moi ça m'a fait rire quand je suis retombée dessus. Il lui demanda où elle allait. La pauvre enfant qui ne savait pas qu'il est dangereux de s'arrêter et à écouter un loup lui dit « Je vais voir Mère Grand et lui porter une galette avec un petit pot de beurre que ma mère lui envoie. » « Demeure-t-elle bien loin ?» lui dit le loup. « Oh oui, dit le petit chaperon rouge, c'est par-delà le moulin que vous voyez tout là-bas, à la première maison du village. » Deux choses à voir. Alors là, il y a de la matière. Déjà, regardez cette phrase. La pauvre enfant qui ne savait pas qu'il est dangereux de s'arrêter à écouter un loup. Qu'est-ce qu'on disait de sa mère et sa grand-mère ? Elles sont folles. Elles n'ont pas prévenu la petite du danger extérieur. Elles ne l'ont pas mise en garde sur ce qui se passe à l'extérieur de leur maison, ce qui fait que la petite est sans défense par rapport aux prédateurs. Important, manque d'éducation. On y revient. Autre chose, le petit chaperon rouge donne l'adresse de sa mère grand mais sans aucun problème. Mais alors là, elle la balance sans problème. Oui, elle est là-bas, vas-y. Pourquoi ? Parce que le loup symbolise la sexualité et que le petit chaperon rouge n'est pas prête à affronter sa sexualité. Du coup, elle l'envoie vers un personnage qui peut la gérer, qui a une habitude, je dis pas que la grand-mère se tape le loup, mais tu vois, qui connaît la sexualité et qui donc peut gérer ce problème-là, chose que la petite n'est pas encore en mesure de faire. On peut également se demander s'il n'y a pas un petit côté complexe d'Oedipe sans vouloir passer dans la psychanalyse de fou, parce que y a une version orale du conte, donc qui date de l'époque, hein, où en fait le loup arrivait donc chez la mère grand après et la faisait cuire pour la donner à manger au petit chaperon rouge une fois qu'il arrivait à la maison, ou donc elle dévorait carrément sa grand-mère. Sympathique, cannibalisme, tout ça. On apprécie, je sais. Mais du coup, il y a un petit peu ce côté où la petite est jalouse de sa grand-mère et il y a une espèce de confrontation en fait entre la femme d'expérience qui a un passé vécu et la petite qui n'en a aucun. Classique, j'ai envie de dire. Ah, pour ceux qui se demandent ce que c'est que le complexe d'Oedipe, parce que effectivement ça peut ne pas parler à tout le monde, en gros c'est par rapport au mythe d'Oedipe, hein, ça veut dire que quand t'es petit, alors c'est à prendre avec des pinsounettes hein, quand même, hein, c'est-à-dire que quand t'es petit t'as une phase où quand t'es enfant, tu es très attiré par le sexe opposé en tant que parent, c'est-à-dire que quand t'es une petite fille tu idolâtres ton papa, à l'inverse quand t'es un petit garçon tu idolâtres ta maman, et du coup t'as une certaine jalousie, rancune envers le parent du même sexe que le tien. Donc quand t'es une petite fille, t'es jalouse de ta maman et tu veux épouser ton papa, classique, enfin je veux dire, pour le coup beaucoup de gosses sont passés par là, ça en fait pas d'eux des psychopathes qui butent leurs parents plus tard, hein. Mais voilà, c'est un peu ça le complexe d'Oedipe du coup. Donc le vrai problème c'est quand tu as encore cette pensée là quand tu deviens adulte. Parce que quand t'es gosse et que t'as 6 ans c'est normal, si à 15 ans t'as toujours cette idée là d'épouser ton père, ça peut être un peu gênant dans la vie quotidienne quoi, faut pas se le cacher hein. Eh bien, dit le loup, je veux l'aller voir aussi. Je m'y en vais par ce chemin-ci, et toi par ce chemin-là, et nous verrons qui plus tôt y sera. Le loup se mit à courir de toute sa force par le chemin qui était le plus court, et la petite fille s'en alla par le chemin le plus long, s'amusant à cueillir des noisettes, à courir après des papillons et à faire des bouquets des petites fleurs qu'elle rencontrait. Alors la forêt c'est un lieu de transition, c'est un peu un parcours initiatique où la petite va du coup découvrir sa puberté, va grandir du coup, puisque forcément quand elle va arriver à la maison de sa grand-mère, hein, il y aura le loup dedans, voilà, petite métaphore. Et même plus loin, chez Grimm, elle est décrite comme hostile et obscure. Donc on a vraiment cette côté un peu de masse terrifiante, bah, qui est l'âge adulte qui nous attend. Hein. Puis aussi la peur du sexe, parce que ça, mine de rien, on y passe tous à l'adolescence. Hein. Je souligne qu'on parle encore de petites, puisque là on a les petites fleurs qu'elle cueille, il y a évidemment la petite fille et le petit chaperon rouge qui reviennent, donc on nous martèle un petit peu qu'elle est petite et sans défense, hein. Ça commence à rentrer quand même, hein. Parce que le texte est très court, hein, donc les répétitions c'est pas un hasard. Le loup ne fut pas longtemps à arriver à la maison de la mère grand. Il heurte. Toc toc. Qui est là ? C'est votre fille, le petit chaperon rouge, dit le loup en contrefaisant sa voix. Oui bon, moi c'est un loup asthmatique, hein. Qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. La bonne mère grand, qui était dans son lit à cause qu'elle se trouvait un peu mal, lui cria « Tire la chevillette, la bobinette, cher rat !» Le loup tire la chevillette et la porte s'ouvrit. Il se jeta sur la bonne femme et la dévora en moins de rien, car il y avait plus de 3 jours qu'il n'avait mangé. Ensuite, il ferma la porte et s'alla coucher dans le lit de mère grand, en attendant le petit chaperon rouge, qui, quelque temps après, vint heurter à la porte. « Toc toc !»« Qui est là ?» Pardon, ça me fait penser à la blague du plombier, c'est pas... Le petit chaperon rouge, qui entendit la grosse voix du loup, eut peur d'abord, mais croyant que sa mère grand était enrhumée, répondit « C'est votre fille, le petit chaperon rouge qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. » Le loup lui cria en adoucissant un peu sa voix « Tire la chevillette, la bobinette, cher rat !» Le petit chaperon rouge tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Là, il n'y a rien à dire. Là, c'est juste le côté répétitif du conte. Il y a aussi le côté quand même où le petit chaperon rouge a une intuition que c'est pas sa grand-mère, mais elle y va quand même. Il y a un goût du risque, tu vois, qu'on peut retrouver avec la folie de la jeunesse. Le loup, la voyant entrer, lui dit en se cachant dans le lit sous la couverture « Mets la galette et le petit pot de beurre sur la huche et viens te coucher avec moi. »
Le petit chaperon rouge se déshabille et va se mettre dans le lit où elle fut bien étonnée de voir comme sa mère grand était faite en son déshabillé. Alors, clairement, elle le voit à poil, hein. Là, c'est clairement voir le loup. C'est une expression d'ailleurs, voir le loup, hein. Ça veut dire voir le sexe d'un homme, en gros, hein. Voilà, c'est clairement ça que ça veut dire. En l'occurrence, il y a un symbole là-dedans de la peur de la sexualité également. Quand on est petit, et ça c'est vrai pour le coup, quand on est gamin, souvent la sexualité, quand on imagine, ça nous fait très peur. On a tendance, quand on visualise un petit peu la chose, à imaginer des scènes de violence. C'est assez traumatisant quand t'es gosse à visualiser tes parents qui font l'amour ou des choses comme ça. Ça fait peur. Donc là, il y a un peu ce côté, une bête énorme qui est dans ton lit, donc qui veut te bouffer. Enfin voilà, il y a vraiment ce côté effrayant qui est rendu, quoi. Elle lui dit « Ma mère grand, que vous avez de grands bras ?»« C'est pour mieux t'embrasser, ma fille. »« Ma mère grand, que vous avez de grandes jambes ?»« C'est pour mieux courir, mon enfant. »« Ma mère grand, que vous avez de grandes oreilles ?»« C'est pour mieux écouter, mon enfant. »« Ma mère grand, que vous avez de grands yeux ?»« C'est pour mieux voir, mon enfant. »« Ma mère grand, que vous avez de grandes dents ?»« C'est pour te manger !» Ma mère me le disait comme ça quand j'étais petite. Et en disant ces mots, ce méchant loup se jeta sur le petit chaperon rouge et la mangea. Fin. Ça, c'est la fin de Perrault. Ah oui, bah c'est pas... Alors là, il y a énormément de choses à dire. Déjà, la répétition du mot enfant. On se rappelle que c'est une enfant, effectivement. Il y a 10 fois le mot grand. Grande bouche, grand bras, mère grand et grand bras à chaque fois opposés, enfin voilà, il y a toutes les parties du corps. 10 fois le mot grand en à peine quelques phrases, c'est colossal. Ça s'oppose d'autant plus à son statut d'enfant et de petite fille innocente. Donc il y a vraiment le fait qu'elle se fait bouffer, quoi, dans tous les sens du terme. Le fait qu'elle énumère les différentes choses qu'elle voit chez le loup, il y a un côté amusement qui est encore une fois très enfantin, comme le fait qu'elle cueille des fleurs ou qu'elle regarde les petits piou-piou passer avant, tu vois, c'est vraiment une gamine, c'est encore une fois accentué. Il y a aussi le fait qu'elle se réfère aux 5 sens, les grands yeux, les grandes oreilles, les grandes mains, enfin voilà, les 5 sens sont là, c'est assez instinctif, encore une fois, assez enfantin, le fait de juste se concentrer sur les choses sensorielles. Et surtout, le sens métaphorique le plus important, c'est que la fillette, c'est encore une enfant, c'est pas encore une adolescence, elle est juste aux portes de devenir une femme, elle ne l'est pas encore. Elle va dans le lit du loup, elle se laisse convaincre, on va dire, elle se laisse, influencer par son désir, et du coup se fait dévorer par celui-ci, puisqu'elle n'est pas encore prête à l'assimiler et à le gérer. Dans la version de Grimm, la fin est un peu plus positive, elle est même nettement plus positive. Dans la version de Grimm, donc, il y a un chasseur qui passe dans le coin, vous savez les fameux chasseurs au début où le loup voulait se planquer. Il entend genre la grand-mère qui ronfle, il se dit « Attends, c'est bizarre, elle ronfle quand même vachement fort », donc il rentre, il voit le loup, et il voit son ventre énorme, donc il se dit « Attends, il a forcément bouffé la grand-mère », il lui ouvre le ventre avec des ciseaux, le petit chaperon rouge et la mère grand sortent du bidou, hein, et le petit chaperon rouge met des pierres à l'intérieur du ventre à la place, ce qui fait que le loup, crève, je crois qu'il crève. Et en fait, le fait que ce soit le petit chaperon rouge qui tue le loup, ça veut dire que la petite fille dépasse justement ce statut d'envie et agit sur son propre désir de manière à le gérer et à l'étouffer dans l'œuf, si tu veux. Elle combat cette attirance de base et arrive à suivre le chemin de la vertu. À l'inverse, d'ailleurs, le chasseur, dans la version de Grimm, représente l'homme bon et positif, un homme bien et vertueux, à l'opposé du loup, bien sûr, qui est un sacré salopard. Il y a même mieux, dans la version de Grimm, un peu plus tard, on apprend que la petite chaperon rouge recroise un nouveau loup dans la forêt, sauf que cette fois-ci, elle se fait pas avoir, elle l'envoie sur le chemin le plus long, et elle prend le chemin le plus court, et une fois chez sa mère grand, elle se barricade, ils mettent une grosse marmite sur le feu, le loup, il essaie de passer par la cheminée, et il tombe dans l'eau bouillante, et il meurt. Donc ça veut dire que par 2 fois après, elle surmonte le loup, et donc en fait, elle devient une jeune femme vertueuse, qui sait qu'il faut pas suivre le feu de son cucu, au lieu de suivre sa raison. Je vous lis la moralité parce que les moralités des contes de Perrault, c'est quand même une des choses les plus agréables du monde. On voit ici que de jeunes enfants, surtout de jeunes filles, belles, bien faites et gentilles, font très mal d'écouter toutes sortes de gens, et que ce n'est pas chose étrange s'il en est temps que le loup mange. Je dis le loup, car tous les loups ne sont pas de la même sorte. Il en est d'une humeur accorte, sans bruit, sans fiel et sans courroux, qui, privés, complaisants et doux, suivent les jeunes demoiselles jusque dans les maisons, jusque dans les ruelles. Mais hélas, qui ne sait que ces loups doucereux de tous les loups sont les plus dangereux? J'adore cette fin. Alors par contre le côté « et que ce n'est pas chose étrange s'il en est temps que le loup mange », c'est un peu le côté « ouais bon bah si tu portes une mini-jupe t'étonnes pas de te faire violer ». Donc bon, Perrault, ok ça date de 1622 mais quand même ce petit... Hein, ces deux-là, bon ça peut passer à la trappe. Par contre la fin j'aime beaucoup. Donc voilà, alors après, c'était assez étonnant que justement le conte de Perrault soit très abrupt, il n'y a pas de bonne fin. Dans le conte de Perrault, c'est si tu flirtouilles avec le loup, tu te fais bouffer et tu crèves. Donc il n'y a pas vraiment de rédemption. Dans le conte de Grimm, il y a vraiment ce côté où tu peux te faire avoir une fois, mais tu peux t'en sortir. Perrault est très radical là-dessus, et je pense que du coup il a dû avoir un certain traumatisme, peut-être avec une meuf ou une de ses filles, je sais pas, mais il n'y a t'as zéro chance avec lui, tu vois. Donc mieux vaut la version de Grimm pour espérer s'en sortir, c'est quand même plus cool.
Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? J'ai trop aimé faire ce travail de recherche de mon côté, regarder les différentes analyses, j'en ai comparé plusieurs, j'ai cherché aussi de mon côté, il y a des choses que j'ai un petit peu repérées moi. Enfin voilà, donc du coup, j'ai pris un énorme plaisir à le faire. Est-ce que ce type de vidéo vous plaît? En fait, je pense que ça, c'est le genre de sujet. C'est pas forcé d'être littéraire pour apprécier, parce que même en soirée ou genre en parlant d'un conte à un moment ou en voyant un film là-dessus, tu peux repenser à ça. C'est vraiment des contes qu'on recroise facilement. Tous les contes en fait sont un peu ancrés dans notre réel au quotidien. Et je trouve ça sympa d'avoir des clés supplémentaires pour essayer de comprendre un peu ce qui est tellement ancré dans nos vies. Parce que c'est des contes qu'on a tous entendus quand on était gosse quoi, et qu'on voit encore dans beaucoup de films ou qui inspirent beaucoup d'œuvres. Donc voilà, j'ai trop hâte d'avoir vos avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de tous ces sens cachés, de la morale du conte également, et qu'est-ce que ça vous apprend à vous? Enfin voilà, j'ai hâte qu'on en discute. J'espère que ça vous plaît parce que j'avoue que j'aimerais beaucoup faire d'autres contes. Il en existe des dizaines comme je vous l'ai dit et c'est intéressant pour moi, enfin moi qui aime apprendre et qui aime échanger avec vous, ça fait partie des choses que je prends un grand plaisir à faire, un peu comme quand on parle de cinéma, le challenge où on regarde un film toutes les semaines sur Instagram, enfin j'aime vraiment ce côté échange et qui moi également m'apporte beaucoup en termes de culture, parce que j'adore apprendre en fait. Je trouve que enfin, je sais pas, nos vies sont tellement plus intéressantes quand on apprend des choses nouvelles. Donc n'hésitez pas à me dire voilà ce que vous en avez pensé. Après voilà, il n'y en aura pas 50 par mois non plus des vidéos comme ça, hein. Juste que de temps en temps, pourquoi pas, tu vois. J'aime bien l'idée. Du coup, je vous fais tout plein de gros bisous, j'ai hâte vraiment de lire vos commentaires, je vous aime très fort, et bien sûr, on n'oublie pas, pouka pouka pouka.